Dans cette partie que je vais présenter, nous allons beaucoup plus vous appesantir sur les principaux algorithmes utilisés lors de la conception des projets d'intelligence artificielle. Le domaine de l'intelligence artificielle est subdivisé en plusieurs sous-branches, parmi lesquelles le machine learning, le deep learning. Nous avons également le natural language processing. Et dans cette présentation, j'ai mis le artificial neural network à part. Cette présentation ne se veut pas exhaustive, c'est-à-dire pour certains domaines de l'intelligence artificielle, je n'ai pas présenté leurs algorithmes. Donc, je me suis beaucoup plus appesanti sur les algorithmes que j'ai considérés qui sont les plus utilisés et les plus usuels. Donc, dans le domaine du machine learning, nous avons l'arbre de décision, nous avons le random forest, nous avons le support vector machine, nous avons le k-means algorithm, nous avons le principal component analysis, et ensuite, nous avons le artificial neural network, qui est l'un des algorithmes actuellement les plus utilisés pour résoudre des problèmes en utilisant l'intelligence artificielle. Et de nos jours, ensuite, nous avons le deep learning, qui est également en train de prendre de l'ampleur au vu de sa précision, au vu de la précision des résultats obtenus. Et comme algorithme de deep learning que nous allons présenter, nous avons le convolutional neural network et le recurrent neural network. Donc, nous allons commencer dans cette première partie en parlant des principaux algorithmes utilisés dans le machine learning. Dans cette partie, nous allons beaucoup plus avoir cinq algorithmes: l'arbre de décision, le random forest, support vector machine, k-means algorithm et principal component analysis. En ce qui concerne l'algorithme de l'arbre de décision, c'est l'un des algorithmes les plus utilisés et les plus simples utilisés. Et c'est beaucoup plus utilisé pour résoudre des problèmes de décision. Donc, par exemple, si on est en train de réfléchir, si on a un ensemble peut-être de choix à faire et on se pose la question, quel est le meilleur choix que nous pouvons utiliser? L'arbre de décision, c'est l'un des algorithmes les plus utilisés pour résoudre ces problèmes. Et en général, comme vous le voyez sur cette image, un arbre de décision est composé généralement de trois principales parties. Nous avons la racine. Ensuite, bon, comme c'est un arbre, un arbre est constitué d'une racine, d'un tronc et des feuilles. Donc, à l'image d'un arbre commun, l'algorithme de l'arbre de décision comprend donc une racine, des arbres, un tronc, ainsi que des décisions, et ainsi que des nœuds, pardon. Maintenant, à chaque nœud, nous avons une condition qui est évaluée. Si une condition est évaluée, par exemple, au nœud de décision, ça veut dire que nous allons passer à l'étape suivante. Par exemple, sur cette partie-ci, par exemple, sur ce nœud, par exemple, les nœuds en bleu ciel, ce sont des nœuds de décision. Et à chaque nœud de décision, nous avons une condition qui est évaluée. En cas positif, nous allons partir à l'autre nœud bleu, et en cas négatif, nous serons au leaf node qui correspond au résultat que nous cherchons. Pour être plus précis, par exemple, nous allons prendre un exemple. Si par exemple, nous avons une personne qui il a eu plusieurs offres d'emploi, et maintenant il est en train de réfléchir quel est l'emploi qui serait plus souhaitable pour lui d'accepter. Il y a plusieurs conditions qu'il doit évaluer pour pouvoir faire son choix final. Vous voyez par exemple ici, nous avons le salaire. Le salaire, c'est un des critères qui doit être pris en compte. Est-ce que ce travail, par exemple, est-ce que le travail qu'il aimerait obtenir, est-ce que c'est proche de la maison ou pas? Est-ce que, par exemple, dans le travail,
où il va effectuer son boulot. Il veut mettre à la disposition des cabines d'essayage. Donc voilà, autant tout d'abord, au départ, on a un ensemble de données qui sont mises à la disposition de l'algorithme. Maintenant, à chaque nœud maintenant, l'algorithme va utiliser tout d'abord, on a ce qu'on appelle le Attribute Selection Measure. Ça va, on a plusieurs paramètres qui doivent être pris en compte pour faire le choix final. Donc, le Attribute Selection Measure va d'abord être utilisé pour sélectionner les conditions les plus significatives. Comme par exemple, cet exemple, vous voyez, c'est le salaire, la distance par rapport à la maison et la disponibilité des cabines d'essayage qui ont été prises en compte. Donc, à chaque étape, le Attribute Selection Measure est utilisé pour sélectionner les paramètres les plus significatifs. Et vous voyez maintenant, lorsqu'on passe à un nœud, par exemple ici, la première condition qui est évaluée, c'est est-ce que le salaire est entre 50 000 et 80 000? Si c'est oui, ça veut dire qu'on peut considérer cet emploi. Dès que l'un des travaux ne remplit pas cette condition, l'offre sera donc refusée. Donc, lorsqu'on va donc implémenter l'algorithme de l'arbre des nœuds, à chaque étape, il y aura donc une évaluation des conditions. Généralement, pour ceux qui font dans l'algorithme, c'est les boucles else-if, pour voir si la condition est validée. Et à chaque fois que la condition est validée, donc, le dernier algorithme, donc, le dernier travail donc, qui va donc remplir l'ensemble des conditions, donc, sera donc considéré comme le meilleur choix. Donc, voilà à peu près comment fonctionne l'algorithme de l'arbre des décisions. Maintenant, de façon plus concrète, l'algorithme de l'arbre des décisions est utilisé dans beaucoup de domaines. Par exemple, pour la planification financière, dans le domaine de la santé, et également dans beaucoup d'autres domaines. Même nous, à notre niveau, comme le disait d'abord Dr Patrice, nous-mêmes à notre niveau à notre petite échelle, généralement, on implémente cet algorithme sans le savoir. Lorsque peut-être on veut peut-être choisir la ville où on va peut-être faire nos études, on prend en compte plusieurs paramètres et à la fin maintenant, le choix qui remplit l'ensemble de ces paramètres-là, c'est donc cela qui est donc considéré. Donc, les avantages de cet algorithme, tout d'abord, c'est vraiment simple à comprendre et c'est vraiment intuitif. Donc, c'est un algorithme très simple, comme je l'ai dit, parce que tout le monde, de façon intuitive généralement, utilise même cet algorithme même sans le savoir. Oui. Donc, on n'a pas besoin également de faire le data normalization, parce que généralement, dans le domaine de l'intelligence artificielle, généralement, il y a un range of data. Généralement, ça peut être entre moins et 1 avant de véritablement se lancer à l'implémentation de notre domaine, de notre algorithme. On a d'abord normalize data entre un certain range of data. Donc, pour cet algorithme-ci, on n'a pas généralement besoin de faire cela. Et on a également il y a moins de requirements, donc moins de conditions pour la préparation des data. Par exemple, dans la première présentation qui a été faite par M. Tala, il nous a présenté de façon exhaustive l'ensemble des étapes que nous devons faire pour préparer les data avant de nous lancer à l'implémentation de l'algorithme. Mais pour l'algorithme de l'arbre des décisions en particulier, il y a moins de requirements. Bon, toutefois, cet algorithme de l'arbre de décision a également de nombreux inconvénients. Tout d'abord, ça prend généralement, on peut avoir le problème de overfitting. Le problème de overfitting, ça veut dire que, c'est-à-dire, puisque nous devons garder en tête que généralement, lorsqu'on entraîne lorsqu'on entraîne un algorithme, c'est pour que plus tard, on puisse l'utiliser pour faire des prédictions en se basant
en utilisant de nouvelles données. C'est ça l'objectif majeur d'un algorithme d'intelligence artificielle, c'est-à-dire il doit être capable de faire des prédictions en se basant sur des données non utilisées. Mais généralement, ce qu'on a remarqué avec l'algorithme de l'arbre de décision, c'est que pour un ensemble de données, pour l'ensemble des données utilisées lors de l'entraînement du modèle, l'algorithme va faire des prédictions correctes. Donc, lorsqu'on a peut-être un ensemble de 2000 données, on utilise cet ensemble de 2000 données pour pouvoir entraîner notre modèle. Généralement, ça va faire des prédictions correctes. Mais maintenant, si on prend un ensemble de données qui ne font pas partie de l'ensemble de départ, on s'est rendu compte que l'algorithme de l'arbre de décision ne va pas être capable de faire des précisions correctes. Donc, c'est l'un des avantages majeurs de l'algorithme de l'arbre de décision. Bien évidemment, ça nécessite également beaucoup de temps pour son entraînement. Et également, comme on le sait, la plupart de ces algorithmes ont besoin des computational complexity. Donc, plus l'ensemble des données est élevé, plus le besoin en capacité d'ordinateur est également élevé. Donc, voilà à peu près de façon succincte une présentation de l'algorithme de l'arbre de décision. Maintenant, l'autre algorithme qui est également utilisé, qui est aussi très similaire à l'algorithme de l'arbre de décision, c'est ce qu'on appelle le random forest. Le random forest, comme vous le voyez, il y a forêt à l'intérieur. Donc, le random forest, c'est généralement un ensemble. Donc, on a d'abord l'algorithme d'arbre de décision. Mais lorsqu'on utilise maintenant un ensemble d'algorithmes d'arbre de décision de façon concaténée, on a donc ce qu'on appelle le random forest. Donc, c'est à peu près de quoi il s'agit pour le random forest. Donc, vous voyez donc sur cette image, on a un ensemble l'ensemble des données de départ sont subdivisées tout d'abord en un ensemble de sous-données. On a par exemple ici le sous-donné 1, sous-donné 2, sous-donné N. Et maintenant, pour chaque sous-donnée, on va donc appliquer un algorithme d'arbre de décision. Vous voyez, par exemple, pour le sous-domaine 1, on applique l'arbre de décision. Sous-domaine 2, l'arbre de décision. Sous-domaine N, l'arbre de décision. Maintenant, on va maintenant, à la fin, faire un averaging, c'est-à-dire essayer de voir la réponse qui revient le plus pour l'ensemble des arbres de données qui ont été présentés. Bon, nous allons prendre un exemple ici. Vous voyez par exemple, sur cet exemple, nous avons un cajot je vais dire un cajot composé d'un ensemble de fruits. Et l'ensemble des utilisateurs sont en train de réfléchir sur quel est le fruit que nous pouvons, je vais prendre un exemple bête, quel est le fruit que nous pouvons manger dans l'après-midi. Nous avons par exemple les ananas, nous avons par exemple les pommes, nous avons par exemple les oranges. Vous voyez donc que tout d'abord, la première étape, ici d'abord, c'est de subdiviser d'abord notre ensemble de barres à un ensemble composé de plusieurs sous-données. Par exemple, ici, on a jusqu'à N sous-données. Maintenant, sur ce premier sous-ensemble de départ, vous voyez ici, on applique l'algorithme d'arbre de décision. Vous voyez ici le vert. Ici, sur les boules vertes, on est en train de faire un ensemble d'évaluation des conditions. Vous voyez ici, là, la flèche en noir est en train de nous donner l'évolution de la progression de l'algorithme. Oui, donc lorsque c'est vert, ça veut dire que c'est la solution là qui doit être adoptée. Donc, à ce point-ci, par exemple, vous voyez, au lieu de partir ici en orange, on continue ici, jusqu'à donc obtenir la solution finale qui est dans ce dernier point vert. Ça veut donc dire que pour ce premier sous-ensemble de données, la solution qui a été retenue, c'est la classe A, qui est par exemple, je vais dire ici, c'est une pomme. Donc, on va donc réitérer ce processus pour l'ensemble des données. Donc, ici, nous avons obtenu la pomme. Ici, nous avons également obtenu la pomme. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons obtenu la banane.
Donc, ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, à la prochaine étape, on aura ce qu'on appelle un vote. On va donc évaluer maintenant quelle est la réponse qui a obtenu le plus de réponses positives. Vous voyez qu'ici, c'est la classe A. La classe A été représentée sur le premier arbre de données, ainsi que sur le deuxième arbre de données. Oui, donc finalement, donc, la solution finale sera donc la pomme. Donc voilà à peu près comment fonctionne l'algorithme du random forest. C'est une forêt qui est composée de beaucoup d'arbres. Donc voilà à peu près, pardon, voilà à peu près de façon assez succincte comment fonctionne cet algorithme. Maintenant, nous allons donc voir pour quel type d'application on peut utiliser l'algorithme de random forest. On utilise généralement beaucoup plus cet algorithme dans le domaine de la banque. Par exemple, lorsqu'on sera à la banque pour faire un prêt bancaire, généralement, notre banquier, il utilise beaucoup de paramètres avant de décider s'il va nous faire le prêt bancaire ou pas. Généralement, il va peut-être te poser la question, est-ce que tu as un titre foncier que tu peux mettre en gage? Voilà d'abord un premier paramètre qu'il va peut-être considérer. Le deuxième paramètre, ça peut être ton âge. Si peut-être tu as 80 ans, si peut-être tu as 80 ans, tu pars à la banque, tu dis que bon, je vais faire un prêt bancaire. Bon, le banquier d'abord, du fait de ton âge, il ne sera pas peut-être très prompt à t'octroyer ce prêt bancaire parce que c'est que bon, quelqu'un qui a 80 ans, il est plus proche de la mort que peut-être quelqu'un qui a 20 ans. Donc, le critère âge, c'est un autre critère qui est pris en compte, par exemple, pour faire des prêts bancaires. Il y a également ton type de métier. Si peut-être, je vais prendre un exemple, tu es peut-être, je vais prendre quel exemple? Si peut-être, pour un exemple aussi assez standard, peut-être tu fais le pouce-pouce et je peux peut-être à la banque demander un prêt de 1 milliard. Le critère d'abord concernant ton travail, ça va d'abord pousser à faire peut-être que le banquier soit un peu hésitant. Donc, par exemple, pour faire donc, des prêts bancaires, donc, on a d'abord un ensemble de paramètres qui sont utilisés. Et maintenant, on va donc implémenter l'algorithme de random forest pour donc faire le choix final. Donc, l'algorithme sera donc implémenté en prenant en compte l'ensemble des paramètres. Voilà le domaine de la médecine également, ce domaine, l'algorithme de random forest est également utilisé, par exemple, pour pouvoir prédire les risques d'une maladie qui a été identifiée. On peut également utiliser cet algorithme dans le marketing. Par exemple, si on essaye de, pardon, si on essaye de réfléchir sur la meilleure méthode marketing, par exemple, pour vendre son produit. Par exemple, si on a en train de réfléchir, quelle est la méthode que je peux utiliser peut-être pour vendre peut-être mes oranges, l'algorithme de random forest va prendre en compte plusieurs paramètres. Ça peut être, par exemple, la disponibilité des ressources, des matières premières. Ça peut être les populations. Ça va donc prendre en compte tous ces paramètres avant de nous proposer la meilleure stratégie. Donc, l'un des avantages du random forest en comparaison avec, comme vous l'avez vu certainement, cet algorithme de random forest est similaire d'une certaine façon à l'algorithme d'arbre de décision. Mais contrairement à l'algorithme d'arbre de décision, l'algorithme de random forest ne souffre pas beaucoup des problèmes de overfitting. Et la précision également des résultats est aussi nettement supérieure à la précision que l'on obtient avec l'algorithme d'arbre de décision. Et cet algorithme est généralement beaucoup utilisé dans les problèmes de classification, des problèmes où on a affaire on a des problèmes de décision, où on doit prendre des choix, on doit faire des décisions. Donc, cet algorithme est utilisé par excellence. Oui. Mais l'un des avantages du random forest, c'est tout d'abord, c'est son
c'est son explainability, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut faire pour bien expliquer cet algorithme. Ce n'est pas autant intuitif que l'algorithme d'arbre de décision. Donc, dans cette partie-ci, nous avons à peu près une comparaison entre ces deux algorithmes. Donc, comme vous le voyez tantôt, par exemple, l'algorithme d'arbre de décision nécessite moins de capacité d'ordinateur pour pouvoir implémenter un problème, tandis que l'algorithme de random forest a besoin de plus de computation. Oui. Une autre différence, vous voyez en termes de précision des résultats, le random forest est plus précis, mais le DT, le decision tree, est un peu moins accurate. Et je vais prendre une dernière comparaison. L'algorithme d'arbre de décision est un peu plus facile à visualiser. Comme vous l'avez vu, un simple arbre dans lequel on a des else if qui sont implémentés à chaque nœud. Mais pour l'algorithme de random forest, c'est un peu plus difficile parce qu'on a un ensemble d'arbres de décision qui sont concaténés entre eux et ça peut être un peu plus compliqué pour la compréhension. Donc, nous allons passer maintenant à l'autre algorithme. L'autre algorithme qui est aussi très utilisé, c'est le support vector machine. Donc, le support vector machine est généralement, c'est un algorithme qui est utilisé, par exemple, pour séparer un ensemble de données. Et pour cela, on a ce qu'on appelle des support vectors pour pouvoir faire cette séparation. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les considérations techniques. Je vais une fois prendre un exemple pour pouvoir mieux illustrer comment fonctionne cet algorithme. Donc ici, par exemple, sur cet exemple, vous le voyez, pour pouvoir mieux comprendre cet algorithme, on va se servir de cet exemple. On va prendre le cas, par exemple, d'un chat. Donc, nous avons un chat. C'est vrai que c'est un chat, mais il a également des features. Bon, je vais dire ici des features, c'est ce qu'on appelle des caractéristiques similaires à un chien. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous dire est-ce que c'est un chat ou bien est-ce que c'est un chien. Donc, on va donc implémenter cet algorithme. Comment est-ce que nous allons d'abord faire? La première étape d'abord, c'est d'entraîner notre modèle. Première étape, on entraîne d'abord notre modèle avec un ensemble de données. On ne cessera jamais de le dire. L'intelligence artificielle, il nous faut beaucoup de données. Donc, on va d'abord commencer par entraîner le modèle avec un ensemble de données d'images de chiens et de chats. Ce qui va donc permettre donc à notre intelligence artificielle de faire la distinction entre ce que c'est qu'un chat et ce que c'est qu'un chien. Vous voyez sur cette image ici, on a ce qu'on appelle le model training. Donc, lors des précédentes présentations, je pense qu'on a déjà un peu défini de façon exhaustive ce que c'est que comment est-ce qu'on entraîne un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, on va donc fournir un ensemble de données assez importantes d'images de chats et de chiens jusqu'à ce que notre algorithme puisse être capable de reconnaître donc, et de faire des prédictions. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le model training. Maintenant, l'autre étape maintenant sera maintenant d'utiliser maintenant des nouvelles données, comme vous le voyez ici. On va donc utiliser maintenant des nouvelles données pour pouvoir donc faire la prédiction afin que notre algorithme puisse donc détecter si c'est un chat ou si c'est un chien. Donc, l'algorithme de support vector machine, c'est un algorithme qui est très, très utilisé pour le facial recognition. Je pense qu'actuellement, au Cameroun, c'est une application qui est déjà très avancée. Même par exemple, sur nos téléphones. Sur nos téléphones, on a généralement également des téléphones qui s'ouvrent avec le facial recognition. Donc, généralement, les algorithmes qui sont utilisés pour faire ce facial recognition, ce sont les algorithmes de support vector machine. Donc, les algorithmes de support vector machine vont donc faire comme une séparation entre les données qui ressemblent
à l'élément que nous voulons reconnaître et les données qui ne le sont pas. Donc, cet algorithme est beaucoup utilisé dans le facial recognition, dans la classification des images également et dans la catégorisation des tests. Donc, voilà voilà un peu quelques domaines d'utilisation du support vector machine. Donc, ce type d'algorithme, vous voyez bien, ce type d'algorithme est légèrement différent, par exemple, du decision tree. Parce que dans le decision tree, on ne peut pas utiliser le decision tree, par exemple, pour faire le facial recognition. Parce que le decision tree, c'est beaucoup plus pour des problèmes pour lesquels on a besoin des problèmes de décision. Mais par exemple, si on veut faire, on a un problème, par exemple, de facial recognition, image classification, test categorization, on peut utiliser cet algorithme de support vector machine. Donc, cet algorithme fonctionne très bien lorsque on a un ensemble de données pour lesquelles les classes sont assez bien distinctes. Donc, on a un ensemble de données qui peuvent être assez hétérogènes, mais dans cet ensemble de données, il y a des classes qui se démarquent assez facilement. Donc, les supports de cet algorithme-là seront utilisés pour faire comme une séparation entre ces données et faire une classification entre l'élément que nous voulons reconnaître et l'autre. Donc, cet algorithme est très utilisé dans les problèmes de classification, comme je le disais tantôt. Et également, lorsqu'on a des problèmes, par exemple, qui tournent autour des images, par exemple, facial recognition et autres, l'algorithme de support vector machine est également à recommander. Bon, l'un des principaux désavantages de cet algorithme, tout d'abord, c'est un algorithme un peu difficile à comprendre et à interpréter. C'est pour ça que tout d'abord, je n'ai pas voulu trop entrer dans l'explication un peu technique de comment est-ce que comment est-ce que l'algorithme arrive à faire la classification. Je suis une fois parti à l'exemple pratique parce que c'est un algorithme un peu difficile à comprendre. Oui. Et généralement, son entraînement également nécessite plus de temps pour pouvoir entraîner les données. Ça nécessite nettement plus de temps en comparaison, par exemple, à un algorithme d'arbre de décision. Donc, ça, c'est concernant l'algorithme de support vector machine. Bon, l'autre algorithme que nous avons toujours dans le domaine du machine learning, parce que l'ensemble de ces algorithmes, ce sont les algorithmes du machine learning. Bon, dans le domaine du machine learning, comme le disait d'abord Dr. Patrice, nous avons les algorithmes de supervised learning et également les unsupervised learning. Donc, les trois premiers algorithmes que j'ai précédemment présentés tombent dans la catégorie des algorithmes de supervised learning. C'est-à-dire, pour ces algorithmes, on connaît déjà à l'avance le output et on entraîne le modèle afin qu'il puisse donc refléter dans les résultats que nous aimerons obtenir. Toutefois, pour cet algorithme de K-means algorithm, lui, il appartient à la catégorie des unsupervised learning algorithms. C'est-à-dire, pour ce type d'algorithme, au départ, on ne connaît pas déjà le résultat final. On va donc laisser l'algorithme par lui-même nous produire un résultat. Et généralement, le K-means clustering ici est utilisé pour, comme vous le voyez sur cette image, lorsqu'on a un ensemble de données au départ qui sont assez hétérogènes et qu'on aimerait les regrouper en fonction de certaines caractéristiques communes que certaines données peuvent avoir entre elles, on va donc utiliser cet algorithme de K-means clustering. Oui, donc ici, voici à peu près l'implémentation technique de l'algorithme. Bon, je vais pas trop entrer en profondeur sur comment, mais disons juste que l'une des étapes importantes pour ce K-means algorithm, comme vous le voyez, il y a d'abord un K. Ce K, cela signifie le nombre de clusters
que nous pensons avoir dès le départ. Donc, généralement, ce nombre de clusters est d'abord choisi de façon random, de façon au hasard, oui, au hasard. Donc, généralement, donc, cet algorithme de K-means algorithm a beaucoup d'applications dans notre vie courante. Ici, on a la segmentation du marché, on a le document clustering, on a le image segmentation and image compression. Bon, un autre exemple que je vais donner qui est un peu plus, pratique, c'est cet algorithme est par exemple utilisé pour les spams. Il dit par exemple, lorsqu'on reçoit un message, vous avez certainement remarqué, lorsque vous recevez un message, il y a souvent des fois où votre boîte email va prendre certains messages, envoyer ça dans les spams. Certaines publicités peut-être assez étranges, de façon automatique, votre boîte email va envoyer ça dans les spams, tandis que d'autres messages, ça va aller dans votre boîte de réception normale. C'est-à-dire, comment donc notre boîte email s'y prend pour pouvoir savoir tel message, c'est un message qui doit aller dans les spams, ou bien tel message, c'est un message qui va aller dans notre boîte de réception normale. C'est généralement en utilisant donc ces algorithmes de K-means algorithm que ces tâches-là sont effectuées. Donc, les avantages de cet algorithme, ce sont des algorithmes assez rapides et robustes. Ce sont des algorithmes aussi assez compréhensibles à interpréter. Comme vous le voyez, c'est assez intuitif. On a un ensemble de données qu'on doit regrouper en cluster. Dans le cas, par exemple, des spams, l'algorithme de façon automatique est capable de regrouper les messages qui sont dans le champ des messages qui doivent aller dans notre boîte email ou bien les messages qui doivent aller dans les spams. Et ça utilise donc le K-means algorithm. Donc, et généralement aussi, cet algorithme, ça a un meilleur coût. Donc, ça demande légèrement un peu moins de computational cost en comparaison avec d'autres algorithmes. Mais l'un des inconvénients, par exemple, c'est qu'au départ, d'abord, il faut toujours spécifier le nombre de clusters. Par exemple, on va dire qu'on a 3 clusters, ou bien on a 4 clusters, ou bien on a 5 clusters. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut donc faire si au départ, on ne connaît pas déjà le nombre de clusters qui doivent être utilisés pour notre problème? Donc, voilà donc un autre drawback de cet algorithme. Donc, un autre algorithme qui est aussi couramment utilisé, généralement cet algorithme de Principal Component Analysis, c'est généralement utilisé généralement au début de la plupart des projets d'intelligence artificielle parce que lorsqu'on a un ensemble de... Lorsqu'on a un problème d'intelligence artificielle, au départ, on a un ensemble de données au départ. Mais souvent, généralement, l'ensemble de données est tellement élevé qu'on se pose la question, quelles peuvent être les données qui peuvent être les plus significatives pour résoudre notre problème. Parce que souvent, il y a des données qui ne sont pas véritablement utiles. Donc, on a donc besoin d'un algorithme qui doit être capable de nous permettre de réduire la dimension de notre size data dès le départ. Donc, on va donc implémenter donc, cet algorithme du Principal Component Analysis qui va donc nous permettre de déterminer the most representative features, donc les données les plus significatives pour pouvoir implémenter, avant de pouvoir implémenter notre domaine, et ce qui va nous permettre donc de réduire la taille de notre ensemble de données. Donc, ça, c'est un peu de façon sommaire comment est-ce que ce que fait cet algorithme. Bon, ici, il y a les principales étapes. On a toujours le data normalization. Pour cet algorithme un peu plus technique, il y a beaucoup de calculs à effectuer. Data normalization, c'est-à-dire on doit toujours, au départ, on doit faire que, pardon, au départ, l'ensemble de nos données doivent être dans un range, par exemple entre -1 et 1.
Ensuite, on va se lancer dans un calcul de covariance, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dans ces détails techniques. Donc, comme application du Principal Component Analysis, comme vous l'avez vu, comme je le disais tantôt au départ, cet algorithme est généralement utilisé dans beaucoup de projets d'intelligence artificielle parce que ça permet de réduire la taille. Et ça permet de réduire la taille du domaine, ça permet d'enlever certaines informations qui sont redondantes. Parce que généralement, lorsqu'on a un ensemble de données, il y a ce qu'on appelle les noisy data, les outliers, qu'il faut toujours réduire, il faut enlever même les informations qui ne sont pas les plus intéressantes. Donc, on va donc implémenter donc, cet algorithme de Principal Component Analysis pour pouvoir effectuer ce travail. Et comme vous le voyez tantôt, ça peut être utilisé pour le facial recognition, le computer vision, le image compression, dans la finance, dans la psychologie, bref, ça peut être utilisé dans la plupart des domaines au départ pour pouvoir donc les avantages donc, de cet algorithme, comme je le disais tantôt, ça permet d'augmenter la rapidité de notre algorithme. Parce que imaginez-vous, au départ, on a peut-être un ensemble de 2000 données. Dans cet ensemble de 2000 données, par exemple, on a un ensemble de données qui ne sont pas utiles. Il y a des données qui sont redondantes. Le fait d'abord que cet algorithme nous permette d'estimer, d'enlever, de supprimer tous ces ensembles de données inutiles, ça permet donc par conséquent d'accélérer donc l'implémentation de notre algorithme. Donc, it speeds up the learning algorithm, ça augmente l'efficacité de notre algorithme. Et comme on le dit tantôt, c'est aussi, ce n'est pas aussi sensible au bruit. Ici, ce qu'on appelle bruit, c'est beaucoup plus de données inutiles dans notre algorithme. Bon, cet algorithme a aussi beaucoup d'inconvénients. Tout d'abord, ça nécessite tout d'abord d'effectuer toujours un data normalization. Il faut toujours normaliser les données. Et aussi, l'un des problèmes aussi avec cet algorithme, c'est que souvent, ça peut arriver que, parce que le principal component analysis va nous ressortir à la fin un ensemble de données différent de l'ensemble de départ auquel il a donc soustrait un ensemble d'autres données qu'il a estimées inutiles. Mais on se rend compte qu'il peut y avoir des cas où des données importantes ont été perdues. Donc voilà aussi un des inconvénients de cet algorithme Principal Component Analysis. Et comme vous l'avez vu tantôt, je n'ai pas voulu tout d'abord entrer dans les explications techniques de cet algorithme parce que c'est aussi assez difficile à comprendre. En comparaison, par exemple, à un algorithme d'appel de décision qui est un peu plus intuitif. OK, donc là, on a donc passé en revue, j'ai donc passé en revue certains algorithmes du machine learning. Et dans cette partie, j'ai beaucoup plus pris 3 algorithmes du supervised learning et 2 algorithmes du unsupervised learning. Bon, maintenant, dans cette partie-ci, je vais vous présenter donc, le Artificial Neural Network, qui est un des algorithmes qui est actuellement très, très utilisé également pour résoudre de nombreux problèmes basés sur l'intelligence artificielle. Donc, l'algorithme de Artificial Neural Network fonctionne typiquement comme le cerveau humain. Parce que, par exemple, dans notre cerveau humain, nous avons des neurones. Dans le cerveau, il y a des neurones qui sont interconnectés les uns les autres. Généralement, lorsque on a, par exemple, une information externe à notre corps, par exemple, si je vois, par exemple, un chien devant moi, les caractéristiques du chien sont tout d'abord perçues tout d'abord par mes yeux. Ensuite, avant que mon cerveau ne caractérise cela comme le chien, c'est-à-dire comme le chien, il y a d'abord un ensemble d'informations qui seront tout d'abord
tout d'abord transmises par les neurones qui sont dans mon cerveau. Et c'est donc à la fin maintenant que mon cerveau va donc dire que, OK, ce que tu vois devant toi, c'est un chien. C'est vrai que souvent, on peut se dire que bon, c'est assez intuitif, je vois les choses devant moi, je sais que c'est le chien, c'est le chat, mais il y a tout d'abord un travail en amont qui est effectué par notre cerveau. Il y a un ensemble d'informations qui sont transmises depuis nos yeux jusqu'à notre cerveau en passant par les neurones. Donc, les chercheurs se sont donc inspirés donc, du fonctionnement du cerveau humain donc, pour pouvoir concevoir cet algorithme qu'on a appelé le Artificial Neural Network. Bon, pour être un peu plus précis, on a cet exemple ici. Généralement, cet algorithme a généralement trois chips, trois layers. Je vais appeler trois couches importantes. Nous avons le input layer, nous avons le hidden layer et nous avons le output layer. Donc ici, sur ces input layers, ce sont dans ces couches-là qui reçoivent l'information. Dans le cas, par exemple, de l'être humain, on pourra dire que le input layer, ça peut être nos yeux. Ce sont nos yeux qui enregistrent les caractéristiques, par exemple, du chien qui sont devant nous. Donc, ce sont donc les couches qui sont d'abord, donc, j'ai envie de dire, au front. Maintenant, lorsque les input layers ont donc réceptionné l'information, on a donc un ensemble de hidden layers qui vont donc permettre la transmission donc des données une par une jusqu'à ce qu'on appelle donc le output layers. Généralement, lors de l'implémentation de notre Artificial Neural Network, lorsqu'on est en train de vouloir entraîner notre modèle, généralement, on procède de façon itérative. C'est-à-dire, au départ, on a, par exemple, le output layer pour lequel on connaît déjà le résultat. On va donc au départ donc fournir un ensemble de données ici au input layers. Et maintenant, au niveau de chaque branche ici, bon, c'est vrai que ça n'a pas été matérialisé, mais il y a également des coefficients qui sont localisés sur chaque branche qui lie les différentes layers. Donc, au départ, on va d'abord fournir un ensemble de données aux input layers. Et maintenant, en fonction des coefficients et des hidden layers, on aura donc un résultat final. Maintenant, on va donc comparer le résultat que notre modèle nous renvoie en fonction du résultat déjà connu. Si maintenant on se rend compte, on va donc mesurer dans l'écart. Si l'écart entre le résultat prédit par notre modèle est très éloigné du résultat exact, on va donc venir à ce niveau donc modifier donc les coefficients. Puisque ici, pour passer d'une couche à une autre, nous avons généralement des coefficients. Donc, à chaque fois, on va donc modifier les coefficients ainsi que les transferts, les fonctions transfert qui sont utilisées jusqu'à obtenir un output layer qui se rapproche du résultat exact. Bon, généralement, également, pour pouvoir juger si notre output layer se rapproche du résultat exact, il y a ce qu'on a dans la mesure de l'erreur. Il y a plusieurs méthodes que l'on peut utiliser pour mesurer l'erreur. On peut utiliser, par exemple, le coefficient de corrélation, le R-square, qui peut être utilisé. On a également le mean square error. Donc, on a beaucoup d'erreurs qui sont utilisées pour pouvoir évaluer la différence entre le résultat qui a été produit par notre Artificial Neural Network et le résultat exact. Bon, ce que je voudrais aussi souligner pour cet algorithme de Artificial Neural Network, c'est que ça part juste dans un seul sens, c'est-à-dire on quitte input layers, on passe par les hidden layers. Donc ici, nous avons deux hidden layers et on finit par les output layers.
Et à chaque fois, de façon itérative, on modifie les coefficients qui sont entre les layers jusqu'à obtenir un résultat de l'algorithme qui se rapproche du résultat exact à une certaine erreur près. Donc, cet algorithme, ça part de la gauche vers la droite. Donc, c'est très important de souligner ceci pour cet algorithme de Artificial Neural Network. C'est toujours dans un seul sens. Donc, cet algorithme est également utilisé pour de nombreuses applications. Par exemple, pour le image recognition, reconnaissance faciale, pour le speech recognition, pour le machine translation et pour les diagnostics médical. Donc, ça, c'est un algorithme qui est véritablement très utilisé de nos jours également. Oui, parce que ça a de nombreux avantages. Parce que tout d'abord, c'est un algorithme qui est véritablement très adapté pour le machine learning. C'est-à-dire, ça a une bonne capacité d'apprendre, non? D'apprendre en fonction des données qui lui sont mises à sa disposition. Et ça a également une bonne capacité de travailler avec des données incomplètes. Généralement, avec ce type d'algorithme, on n'a pas trop souvent les problèmes de overfitting, c'est-à-dire la plupart des temps quand même, l'algorithme de Artificial Neural Network est capable de faire des bonnes prédictions avec des données nouvelles, comparativement avec d'autres algorithmes. Et ça permet donc, on le disait tantôt, lors du processus d'implémentation de Artificial Neural Network, les données sont stockées sur l'ensemble du network. Ça permet donc, lorsqu'il y a peut-être un bug ou bien un problème, on est capable facilement de détecter à quel niveau, bien au niveau de quel layer, au niveau de quelle couche il y a le problème. L'un des principaux inconvénients, là je vais maintenant parler en termes d'inconvénients, et c'est un inconvénient très criard, c'est le problème de black box dont Dr. Patrice a tout d'abord parlé. Par exemple, dans le domaine de l'ingénierie pétrolière dans lequel je travaille, généralement, on a besoin peut-être de faire les prédictions, des prédictions d'instabilité. Quand on aimerait peut-être savoir à quel moment notre puits de pétrole pourra s'effondrer. C'est-à-dire, on met un ensemble de données et on aimerait donc que l'intelligence artificielle puisse nous prédire sous quelles conditions il peut y avoir des effondrements. Mais le véritable problème avec le domaine de l'artificial neural network, c'est que ça ne repose pas sur des principes physiques. C'est-à-dire, tu vas juste donner un ensemble de données au départ et à la fin, ça va te dire que oui, ça va peut-être dire que oui, il y aura effondrement ou bien non, il n'y aura pas effondrement. Donc, généralement, dans notre domaine de l'ingénierie pétrolière, par exemple, ou même dans le domaine du génie civil, c'est très difficile, par exemple, pour les ingénieurs. Si peut-être je suis dans un bureau, c'est un peu souvent difficile peut-être pour les patrons de comprendre comment est-ce que cet algorithme fait pour produire le résultat final. Et c'est donc pour cela que beaucoup de personnes n'ont pas confiance à ces algorithmes d'intelligence artificielle. La plupart des ingénieurs, dans le domaine, l'ingénierie, c'est un domaine qui repose sur la physique, c'est-à-dire on se base sur des données physiques observables pour pouvoir obtenir des résultats précis. Mais par exemple, avec le domaine de l'artificial neural network, il n'y a pas de considérations physiques qui sont utilisées. Tu donnes juste un ensemble de données au départ et à la fin, ça te dit que, OK, il y aura instabilité ou bien il n'y aura pas instabilité. Donc, dans notre domaine, par exemple, c'est une difficulté, c'est une grande difficulté par laquelle on fait face. Beaucoup d'ingénieurs, par exemple, dans nos bureaux, sont un peu reluctantes d'utiliser ces méthodes d'artificial neural network parce qu'ils ne comprennent pas véritablement comment est-ce que cet algorithme peut retourner la solution.
Donc l'un des avantages majeurs de cet algorithme, c'est cela, c'est ce problème de black box. Et oui, c'est-à-dire également, on a aussi besoin de beaucoup de hardware dependence. On a besoin d'ordinateurs avec de très grandes capacités de calcul. En fonction du type de données dont on a, les capacités en calcul seront également davantage importantes. Généralement, également, on ne connaît pas, on ne peut pas prédire le temps qui sera nécessaire pour implémenter notre algorithme. C'est un peu, c'est à peu près ça, c'est-à-dire parce qu'on y va de façon itérative jusqu'à ce qu'on a une erreur entre le résultat prédit par le neural network et le résultat exact. On doit continuer à entraîner notre modèle jusqu'à ce que cette erreur-là soit donc acceptable. Donc voilà à peu près quelques inconvénients de cet algorithme de Artificial Neural Network. Nous allons passer maintenant à une autre partie, le deep learning, qui est actuellement très, très utilisé. Je pense que la plupart des problèmes assez complexes de nos jours sont résolus par le deep learning. Oui. Et bon, pour cette présentation, je me suis beaucoup plus focalisé sur deux algorithmes, le Convolutional Neural Network et le Recurrent Neural Network. Donc, c'est deux algorithmes assez utilisés, surtout plus le Convolutional Neural Network. Donc, comme vous le voyez, le Convolutional Neural Network, c'est un type d'algorithme de deep learning. Il faut savoir que lorsqu'on parle de deep learning, l'une des différences majeures entre le deep learning et le machine learning, c'est que dans le deep learning, on n'a pas besoin de faire le feature extraction. C'est-à-dire, par exemple, dans les algorithmes de machine learning, avant de se lancer, on a d'abord besoin de l'intervention humaine. On a d'abord besoin que les hommes peut-être puissent tout d'abord fournir à l'algorithme les caractéristiques de l'objet pour lequel on veut faire la prédiction. Si je prends peut-être le cas qu'on a d'abord étudié auparavant, c'était le cas du chien. Si on aimerait utiliser l'algorithme de Artificial Neural Network pour pouvoir prédire si c'est un chien ou pas, on a tout d'abord besoin de donner les caractéristiques de ce chien à notre Artificial Neural Network. Ça peut par exemple être, par exemple, ça peut être comment sont ses yeux, comment sont ses oreilles. Donc, on a besoin de tout d'abord de donner des caractéristiques de cet objet-là à l'algorithme. Alors que avec les algorithmes de deep learning, on n'a plus besoin de faire cette opération d'extraction de données. L'algorithme est capable immédiatement de prendre les données de façon brute et de nous fournir un résultat. Et comment est-ce que cet algorithme fait pour prendre ces données de façon brute? Ici, par exemple, vous voyez, nous avons une image. Une image. Oui, donc en fait, ces algorithmes de deep learning fonctionnent beaucoup plus avec les unstructured data, comme le disait d'abord docteur Monsieur Girard. Donc, avec des données qui ne sont pas structurées, ça peut être des images, ça peut être des sons. Et ici, nous avons au départ une nouvelle couche. Donc, ça, c'est le Artificial Neural Network conventionnel que nous connaissons. Comme on l'a d'abord présenté, ici, il y a toujours les input layers. Ici, c'est toujours bien les output layers. Mais vous voyez que la différence, c'est que au départ, à l'entrée, on a une nouvelle couche qu'on appelle le convolutional layer. Donc, cette couche-là, donc, qui va donc faire le travail de feature extraction qui était au préalable effectué par l'homme. Donc, voilà donc la caractéristique majeure de cet algorithme. Donc, ça permet donc de réduire l'intervention humaine pour pouvoir faire des prédictions. Oui. Mais bien évidemment, donc ça, c'est à peu près l'implémentation technique
cet algorithme. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails techniques. Mais ce que je veux dire aussi concernant cet algorithme de Convolutional Neural Network et Deep Learning en particulier, c'est que ce sont des... Il faut savoir quand est-ce qu'on doit, par exemple, utiliser, par exemple, ces Deep Learning. Ce n'est pas à toutes les occasions qu'on utilise le Deep Learning. Par exemple, pour utiliser le Deep Learning, on a besoin de beaucoup de données. Si notre échantillon n'a pas assez de données, il n'est pas considérable d'utiliser le Deep Learning algorithm pour pouvoir résoudre le problème. Et bien évidemment, lorsque ça a besoin de beaucoup de données, ça aura aussi besoin de beaucoup de capacités en termes d'ordinateur. Vous voyez, dans la précédente présentation, le docteur Patrice nous a dit par exemple que pour run son Deep Learning, il a besoin à peu près de 2 jours. Donc, si c'est que vous ne disposez pas d'ordinateur ayant de telles capacités, vous ne pourrez pas vous lancer dans le deep learning. Donc, ces algorithmes dans le Convolutional Neural Network est beaucoup utilisé dans de nombreux domaines. On a la reconnaissance faciale, on a le medical imaging, c'est ce que le docteur Patrice nous a d'abord présenté, c'est-à-dire on utilise le deep learning pour pouvoir faire l'imagerie médicale. Dans le document analysis et aussi dans le autonomous driving. Je vais prendre le cas de autonomous driving parce que c'est une application qui est très utilisée. Bon, je ne veux pas encore dire très utilisée, mais ça est en train de prendre l'essor ici en Chine. Parce qu'ici en Chine, dans certaines villes, nous avons déjà les conducteurs sans chauffeur. Et comment est-ce que ça fonctionne? Parce que pour pouvoir arriver à un niveau d'application pour lesquels on a les conducteurs sans chauffeur, on doit implémenter dans notre voiture un ensemble d'algorithmes qui doit être capable, par exemple, lorsque la voiture est en train de rouler, par exemple, distinguer que, bon, voici peut-être un piéton qui est en train de passer, ou bien c'est le feu rouge, ou bien c'est le feu vert. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments que l'algorithme doit être capable de reconnaître. Et pour ce faire, il doit avoir déjà une certaine autonomie assez proche de l'être humain. C'est pour ça que les algorithmes de deep learning sont très utilisés parce que du fait, par exemple, si je prends le cas de Convolutional Neural Network, du fait qu'au départ, on a d'abord un premier layer, une première couche qui est capable déjà de reconnaître les données au départ. Ça va permettre, par exemple, à la voiture de détecter de façon facile, par exemple, les feux rouges, peut-être un piéton qui est en train de passer, ou bien peut-être une voiture qui est en train de faire un dépassement, et de pouvoir s'ajuster. Donc, à côté de cela, on a également le Biometric Authentication, qui est aussi l'une des applications de ce Convolutional Neural Network. Bon, comme avantage, comme on l'a tantôt dit, cet algorithme permet de détecter les caractéristiques importantes dans notre domaine, dans notre ensemble de données sans intervention humaine. Ce qui rend donc cet algorithme très autonome et très puissant. Très autonome et très puissant. Ça a également une très grande précision pour la reconnaissance des problèmes. Bon, bien évidemment, comme inconvénient, comme je disais tantôt, ça a besoin de beaucoup de capacités en termes d'ordinateur, beaucoup de capacités de computational computation pour pouvoir résoudre le problème. Donc ça, c'est un peu pour le Convolutional Neural Network. L'autre algorithme, toujours utilisé dans le domaine du deep learning, c'est le Recurrent Networks. C'est le Recurrent Networks qui est aussi un type particulier de Artificial Neural Network, mais la caractéristique principale avec le Recurrent Network, c'est que parce qu'au préalable, je vous ai tantôt dit, le Artificial Neural Network classique, il n'y a pas de backpropagation, c'est-à-dire
c'est toujours partant du input layer, on part au hidden layers et on termine par le output layers. Mais avec les algorithmes de recurrent networks, il est possible, en fonction des résultats qui sont obtenus, de faire un backpropagation et d'ajuster les données. Donc, voici à peu près une illustration de cet algorithme. Par exemple, ici, on a un ensemble de données. On a un ensemble de données ici. Et maintenant, ici, on a des layers. Et ici, on va faire une première prédiction. Si la prédiction n'est pas bonne, là, ici, il dit la prédiction n'est pas bonne, c'est-à-dire on va évaluer l'erreur entre la prédiction donnée par l'algorithme et le résultat exact. Si cela n'est pas bon, on va donc encore faire un backpropagation pour entrer et réitérer le processus. Et maintenant, ça c'est lorsqu'on est en train de faire le testing of data, le training of data. Ensuite, on va donc maintenant tester le modèle avec maintenant de nouvelles informations pour pouvoir donc vérifier la précision du domaine. Donc, cet algorithme est utilisé également dans de nombreux domaines, par exemple pour la prédiction des problèmes, le speech recognition, le machine translation, le language modeling and generating tests. Vous voyez ici, par exemple, le speech recognition. Vous voyez ici, le speech recognition, c'est un ensemble de données non structurées. Donc, pour ce type de données non structurées, par exemple, les images, les audios, ces algorithmes de deep learning sont utilisés vraiment de façon excessive. Donc, nous avons donc ces ensembles d'applications de ce type d'algorithme. Et les avantages, on a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que cet algorithme est beaucoup utilisé pour les séries de données parce que ça permet de store, d'enregistrer les données utilisées précédemment. C'est ce qu'on appelle le long short-term memory. Et généralement également, le recurrent neural network peut également être utilisé en combinaison avec le convolutional neural network pour pouvoir augmenter peut-être la qualité des images de nos données. Bon, les inconvénients de cet algorithme, c'est vraiment l'entraînement des données est généralement assez fastidieux. C'est pour ça que je n'ai pas trop voulu entrer dans les considérations techniques pour présenter comment est-ce qu'on entraîne ce type d'algorithme. Oui. Donc, voilà à peu près de façon sommaire la présentation de cet algorithme. Donc, bon, là, je vous ai présenté, comme je disais tantôt, ça, c'est juste une poignée d'algorithmes. Cette présentation n'est pas exhaustive. Pour chaque sous-branche de l'intelligence artificielle, comme ça, deep learning, ou bien machine learning, ou bien natural language processing, il y a un ensemble d'algorithmes qui peuvent être utilisés. Donc ici, on a juste pris un ensemble d'algorithmes que nous avons jugés les plus importants pour vous présenter.